Là où les gens ils ont un peu de la peine à switcher le mindset, c'est que finalement, admettons que tu as la moitié de tes tâches que tu peux automatiser à 100%, plutôt que se dire voilà, je vais perdre du travail, qu'est-ce que je vais faire, c'est justement de se poser la question maintenant, comment je vais combler ça. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait de ce temps gagné? Et du Ouais. coup, le temps, c'est quoi? C'est plus de temps pour des expériences, plus de temps pour soi, pour du développement personnel. Plutôt que de le voir comme un voleur d'emploi, il faut se dire c'est quelque chose sur lequel je peux m'appuyer pour grandir, pour évoluer, pour me former. Ouais. Salut Yann, merci beaucoup. Ça me fait plaisir de t'accueillir aujourd'hui dans le podcast qui s'appelle In Progress, qui vient de débuter. Je suis heureux de te recevoir. Peut-être que je me permets de te présenter en quelques mots. Yann Surkinden, tu es directeur de Futur Digital. C'est ça. Tu accompagnes les PME romandes dans leur transformation digitale. Et puis dernièrement, depuis quelques temps, ton sujet de prédilection, c'est l'IA. Et surtout, tu cherches à casser les pensées limitantes par rapport à ce sujet. Et on y reviendra, mais tu as changé de métier plus de 4 fois depuis le début de ta carrière. C'est juste. Est-ce que j'oublie quelque chose qui pourrait intéresser nos auditeurs avant de débuter ce podcast qui va parler principalement d'IA aujourd'hui? Non, je pense que tu as très bien résumé le personnage. Donc effectivement, moi, je suis passionné par la digitalisation depuis maintenant plusieurs années. Passionné par la digitalisation, mais aussi par les entrepreneurs, les entreprises. C'est un peu pour ça, de fil en aiguille, que finalement, je me suis retrouvé dans ce rôle-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, mon gros sujet de prédilection sur les réseaux et avec mes clients, c'est principalement l'IA. C'est un truc qui me passionne, j'en rêve la nuit. Donc ouais, je pense que c'est très bien résumé. Trop bien. D'ailleurs, on s'est rencontrés un petit peu, pas grâce à l'IA, mais grâce au réseau. Ouais. Et puis, en fait, on s'est aussi rendu compte dans nos discussions qu'on a déjà eues ensemble que nous-mêmes, on avait intégré de l'IA dans l'entreprise. Et puis, toi, j'ai bien senti que c'était vraiment le gros sujet de prédilection. Donc, aujourd'hui, on va parler un peu de ça. On va parler un petit peu de aussi IA Academy que tu as lancé dernièrement. Et puis, aussi un petit peu sensibiliser aujourd'hui. Moi, en tant qu'entrepreneur aussi, j'ai des questions à te poser là-dessus. Et puis sur aussi, nous, ce qu'on a fait au sein de l'agence, que toi, tu permets aussi de faire à tes clients, puis de vulgariser un petit peu ce sujet. Ouais. Moi, j'aimerais commencer avec... peut-être un baromètre sur l'IA. Il y a une phrase que j'aime toujours bien dire, c'est que chaque nouvelle technologie, elle passe par 3 processus. À savoir, au début, on en rigole. Ensuite, on commence à en avoir peur. Et puis ensuite, elle devient normalisée, obligatoire et adoptée par tout le monde. À ton niveau aujourd'hui, tu penses qu'on en est où par rapport à la thématique IA et dans les entreprises en Suisse aujourd'hui? Je pense qu'en fait, pour répondre à ça, tu dois distinguer un petit peu... tu dois regarder au cas par cas. Parce qu'en fait, de manière globale, je pense qu'on n'est encore pas du tout à une phase d'adoption. On est plus sur de la retenue, sur de la peur. Après, si tu vas regarder les entreprises de manière un petit peu individuelle, ce que moi j'observe maintenant, c'est un fossé. On arrive gentiment sur un peu un monde à 2 vitesses entre une petite poignée d'entreprises qui sont qui sont précurseurs là-dedans, qui innovent, qui testent, qui expérimentent, qui forment les gens. Et puis en fait, un peu tout le reste, qui sont encore sur justement la phase plutôt ça fait peur, c'est dangereux, ça vole les données, tout ce qu'on peut amener en fait comme frein à l'implémentation de l'IA. Et là, c'est vraiment ce que je vois maintenant. C'est en fait que ce fossé, il est en train de se creuser. Et justement, c'est aussi pour ça, moi, mon objectif, si tu veux, un peu la mission que je me fixe, c'est en Suisse romande, dans les PME, dans les entreprises, dans les institutions, c'est vraiment de convaincre tout le monde que c'est une technologie qu'il faut adopter. Il faut l'adopter maintenant, pas demain. On n'est pas sur on n'est pas sur une mode. Non. On est sur une transformation. Alors moi, je suis convaincu aussi par le sujet, mais je pense qu'on est sur la dernière transformation de cette envergure-là. Elle devait être Internet. Moi, si on peut peut-être le dire comme ça. J'ai pas connu les révolutions précédentes. Toi peut-être Internet, mais je pense pas beaucoup plus que moi. J'ai connu, disons, moi plutôt la révolution numérique pour tout ce qui était appareil photo, ordinateur, voilà. Mais par contre, effectivement, quand j'y pense, de toute mon expérience, en fait, d'observer comment les entreprises bossent, comment elles bossent depuis... ça fait 15 ans que je suis dans les PME, dont 7 maintenant dans le côté digital.
on est face à un bouleversement complet. Moi, je dis toujours, je pense que d'ici 3 ans, 60% de tout ce qu'on fait aujourd'hui dans les entreprises, on le fera plus. Ou on le fera différemment. Ouais. Et en fait, je pense qu'il y a encore beaucoup d'entreprises qui restent, tu as parlé de buzz ou d'outils gadgets, elles restent encore sur le fait que c'est qu'un outil. Mais avant tout, je pense qu'il y a un gros changement de mindset. C'est plus une question d'humain, en fait. Et là, ce que tu dis, justement, je trouve que c'est hyper intéressant de dire... alors, on verra le pourcentage exact plus tard, mais de dire, OK, 50, 60, 70% de ce qu'on fait aujourd'hui sera automatisé ou sera géré par de l'IA. On voit bien que quand on dit ce genre de phrase, il y a un public qui va justement crier au scandale parce que ça peut faire peur, évidemment. Mais alors, moi, en tout cas, je partage plutôt l'avis de dire que ce sera les tâches à valeur ou à faible valeur ajoutée qui pourront justement être les premières à être automatisées pour que les gens puissent justement peut-être mieux briller et plus être dans leur zone de génie aussi par rapport à ça. Tu partages quoi, toi, comme point de vue par rapport à l'impact au final est-ce qu'on parle aujourd'hui de... est-ce que les gens qui disent on va perdre beaucoup d'emplois à cause de l'IA, ils ont raison? Tu partages quoi là-dessus ou... Je pense, tu vois, en fait, t'as un petit peu 2 niveaux avec l'IA. Donc, tu as effectivement le premier niveau, c'est que ce qui est automatisable à 100% et gérable par une IA, on lui le donne. Et là, effectivement, le travail, il n'est plus là. Ouais. Après, tu as un deuxième niveau, c'est le niveau où finalement, l'IA vient augmenter l'humain. Moi, j'utilise plutôt comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, je vais m'appuyer sur l'IA. Elle accompagne. Ouais. Pour aller plus loin, beaucoup plus loin, plus en profondeur dans les sujets que je fais. Du coup, je travaille exactement la même chose qu'avant en termes de temps. Par contre, je peux faire beaucoup plus ou mieux. Et du coup, tu as ces 2 niveaux-là. Et en fait, je pense que là où les gens ils ont un peu de la peine à switcher le mindset, c'est que finalement, admettons que tu as la moitié de ton temps, la moitié de tes tâches que tu peux automatiser à 100%, plutôt que se dire, voilà, je vais perdre du travail, qu'est-ce que je vais faire, c'est justement de se poser la question maintenant, comment je vais combler ça ? Qu'est-ce qu'on fait de ce temps gagné ? Justement, j'ai écouté un podcast que je trouvais très intéressant, c'était sur le fondateur de Tinder, et il parlait de l'IA, et en fait, celui qui l'interviewait lui demandait qu'est-ce que tu vois, toi, comme plus-value de cette technologie, puis il disait, en fait, l'IA générative, ce qui est magnifique, c'est que ça va enfin nous permettre de récupérer notre temps. Et du coup, le temps, c'est quoi ? C'est plus de temps pour des expériences, plus de temps pour soi, pour du développement personnel. Et moi, je trouve que c'est, en fait, plutôt que de le voir comme un voleur d'emploi, il faut se dire, c'est quelque chose sur lequel je peux m'appuyer pour grandir, pour évoluer, pour me former. Et justement, tu vas dans les boîtes, la plupart des gens ils disent je suis sous l'eau, j'ai pas le temps, etc. Et du coup, en fait, en pouvant donner petit à petit des tâches et déléguer ça à une machine qui coûte presque rien, qui fait les choses relativement bien si on l'instruit correctement, du coup, tu vas pouvoir aussi récupérer du temps pour peut-être développer tes compétences, apprendre des nouvelles choses. Et je pense que c'est là où ça va être compliqué, c'est qu'il va falloir inculquer ce mindset de apprendre en continu et évoluer en continu. Et c'est clair que malheureusement, si tu es une personne qui ne veut pas changer, n'aime pas changer du tout, réfractaire au changement, et que tu veux plus évoluer, plus apprendre, là, tu auras un problème parce que si effectivement 50-60% de ton job il est fait par une IA dans 2-3 ans et que tu ne mets pas d'énergie à apprendre autre chose et à développer d'autres compétences, c'est sûr que là, voilà. Tu parles d'IA générative, peut-être juste sur cette terminologie-là, parce que pour moi, il y a plein de styles d'IA différentes. Qu'est-ce que tu entends vraiment par générative ? C'est quoi que veut dire ce mot exactement ? Si tu veux, déjà, l'IA, c'est pas nouveau. Hein. Il y en a qui oublient que c'est pas sorti avec ChatGPT. Il y a de la recherche depuis énormément de temps. On en parle depuis les années 50. Et en fait, bien avant ce côté IA générative, justement, je vais dire tout de suite ce que c'est. Il y avait déjà énormément d'applications d'IA pour faire de la prédiction, pour du machine learning, pour ce qui est voiture autonome, ces choses-là. Puis en fait, l'IA, c'est un domaine très vaste. Et dans ce domaine très vaste de l'IA, il y a ce qu'on appelle l'IA générative. Et en fait, la particularité de l'IA générative, c'est qu'elle va créer du contenu nouveau, donc du texte, de la vidéo, de l'image, peu importe quelle modalité, quel format, du son, sur la base d'un entraînement qu'elle a eu. Mais vraiment, elle vient générer à chaque fois du nouveau contenu.
Ok. Alors que d'autres IA, par exemple, c'est discriminatoire. Ça veut dire on lui donne une entrée, est-ce que ça c'est un verre d'eau, puis elle doit dire oui ou non. Ouais. Elle ne va pas générer un nouveau verre d'eau. Donc voilà, l'IA générative, c'est ça. Et aujourd'hui, c'est ce qui est utilisé dans tous les produits grand public, style ChatGPT, Gemini, ces générateurs d'images. C'est sûr que pour revenir à ChatGPT, qui est, on va dire, la plus connue de ces IA aujourd'hui, alors qu'il y en a beaucoup d'autres qui mériteraient aussi d'être connues. Moi, si je peux dire mon retour d'expérience aussi par rapport à ça, alors c'est sûr qu'aujourd'hui, je lui parle quasiment quotidiennement. Y a un côté des fois un peu perturbant parce qu'elle me connaît bientôt plus que certains de mes proches. Je lui ai demandé juste pour rire dernièrement de me faire un résumé de qui j'étais, de qu'est-ce qu'elle pouvait me donner comme conseil sur le futur par rapport à un an de discussion qu'on a eu. Je dois dire que le résultat était assez bluffant. Donc on sent aussi que entre il y a un an en arrière, aujourd'hui, on sent aussi la poussée, l'évolution dans comment ça évolue. Je vois aussi nous, on est beaucoup maintenant sur des IA qui nous permettent d'automatiser des tâches. Ça aussi, c'est un truc qui va vraiment pousser encore plus fort bientôt. Peut-être pour la personne qui nous écoute aujourd'hui, qui a une PME standard, on va dire traditionnelle, ça pourrait être quoi les gros champs d'application simples à comprendre où assez facilement on pourrait intégrer de l'IA dans son entreprise. On a tous des problématiques qui sont similaires, on doit tous gérer une compta, on doit tous gérer une équipe, on doit tous gérer des plannings. Peut-être juste pour donner un peu un champ de vision à quelqu'un qui nous écoute, ce serait quoi 2-3 pistes qu'il pourrait envisager pour sa boîte? Oui, tout à fait. Je pense que la première étape, c'est qu'effectivement, les collaborateurs de la boîte soient formés à déjà utiliser GPT comme tu le fais, donc comme un assistant, comme un coach parfois, comme un assistant qui peut répondre à des tâches simples, analyser un document, répondre à des questions là-dessus, etc. Et puis après, la deuxième étape, c'est effectivement, on va aller un peu plus loin, puis on va essayer de trouver des flux où on peut vraiment automatiser de bout en bout des choses, ou en tout cas où on peut mettre de l'IA dans quelque chose d'automatique. Je m'explique, dans les PME, par exemple, un des plus gros leviers aujourd'hui d'efficacité, c'est le traitement des documents. En fait, souvent, les gens, ils reçoivent des bons de commande, des factures, des tickets, peu importe, tout type de documents. Et en fait, c'est un humain aujourd'hui qui va lire ces documents, qui va repérer de l'info, qui va la ressaisir dans un système. Et ça, aujourd'hui, alors les OCR existaient déjà, mais maintenant, avec l'IA générative, en fait, il y a beaucoup plus d'intelligence et du coup, tu vois, il n'y a plus besoin d'entraîner les modèles à ça, c'est une facture Swisscom, moi, je veux récupérer le numéro de téléphone qui est là et je veux formater les données comme ça pour les mettre dans mon logiciel. Tu peux juste lui dire, je veux, quand tu reçois tel document, je veux que tu récupères le numéro de téléphone, etc. etc. Et en fait, l'IA va le faire de manière très efficace, avec très, très, très peu d'erreurs. Et donc, du coup, déjà, tu vois, juste d'automatiser l'extraction de données des documents pour les saisir dans un système. Ça, c'est le premier truc. Ensuite, le deuxième truc, c'est effectivement le traitement de la donnée volumineuse. Quand je dis volumineuse, moi, je rentre souvent sur le côté voix. En fait, on voit que dans les boîtes, il y a énormément, par exemple, de séances. Il y a des séances, ça peut être des séances de cadre, de brainstorming, peu importe. Puis, il y a tout un tas d'infos là-dedans très intéressantes qui est dites, qui se perd. Parce qu'aujourd'hui, soit il faut que quelqu'un fasse un PV à la main. Et souvent, dans les PME, c'est compliqué, quoi. Il n'y a pas une secrétaire comme dans des grosses boîtes qui va prendre le PV mot par mot. Et donc, du coup, en fait, aujourd'hui, tu peux par exemple utiliser l'IA générative avec une application. Tu fais un transcript. Et de ce transcript, en fait, tu peux utiliser l'IA générative pour transformer la transcription brute en action, en tâche, en idée, en... C'est nous c'est ce qu'on utilise maintenant avec quand on fait de la visio. Et là maintenant je réfléchis même à parce qu'il existe aussi pour les séances physiques où tu mets un boîtier au milieu de la salle. C'est vrai que donc déjà il y a la transcription de tout ce qui a été dit et par qui ça a été dit. Donc ça c'est aussi quand même déjà un truc de fou. Donc tu peux vraiment voir quels propos ont été dits par qui, quelles tâches ont été attitrées à qui et selon quoi même, à quel délai et tout ça. C'est vrai que d'un point de vue, nous, je vois pour les séances clients, quand on donne des délais ou qu'on annonce ça,
derrière, c'est hyper qualitatif. Il y a un mail qui part l'heure après de la séance en disant voilà ce qui a été dit, voilà la prochaine séance, le truc. Ouais. Avant, ça aurait pris... Enfin, c'est pas possible en fait, parce que faire un PV avant, c'est... Donc c'est vrai que ce genre d'exemple-là, nous, on est en plein dedans et c'est game changer, quoi. Et après, je pense, au-delà de ça, on reste dans le côté voix. Donc là, tu vois, tu as le côté séance, transcription, génération d'actions derrière cette transcription. Mais après, avec la voix, en fait, tu as tout ce qui est actionnable. Mm-hmm. En fait, moi, j'aime beaucoup ce concept et ça plaît énormément aux plus petites PME. C'est que du coup, alors tu as un peu deux choses là-dedans. La première, c'est un agent, un assistant personnel que tu peux avoir, par exemple, sur WhatsApp. Demain, ça sera avec, vraiment, tu l'appelles et tu converses avec. Et en fait, cet agent, aujourd'hui sur WhatsApp, là, on en a fait quelques-uns pour des clients, ils en sont très contents. Tu viens sur WhatsApp et tu lui dis, voilà, j'ai un rendez-vous avec Yann ce matin pour un podcast, ou demain pour un podcast, est-ce que tu peux lui demander si c'est possible de venir 15 minutes après, etc. Et en fait, cet agent, il est juste ton assistant. Mm-hmm. Et derrière, il a tout un tas de sous-agents qui ont accès à tes outils, donc ton calendrier, tes emails, ton CRM, ta gestion de projet. Et du coup, là, on peut imaginer que, par exemple, tu as un agent qui va aller récupérer l'email de Yann, qui va préparer un email en disant est-ce que c'est possible de venir 15 minutes plus tard demain parce que je suis un peu en retard, etc. Et du coup, si Yann répond oui, du coup, tu as l'autre agent qui va mettre à jour l'occurrence dans ton calendrier, par exemple. Et tu vois, ces choses-là, ça plaît beaucoup aux entrepreneurs parce que surtout dans les plus petites structures, les gens, ils sont tout le temps dehors. Ils n'ont pas les artisans, les gens dans le bâtiment. Et tu peux aller beaucoup plus loin. Tu peux créer une facture, tu finis le job. Un paysagiste qui vient tailler, il dit voilà, je suis sur le chantier de Maxime. J'ai fait 4 heures ici. J'ai fait 4 heures, il faut lui facturer X. Et en fait, même si tu as un petit logiciel comme Bexio, ta facture, elle est créée, quoi. Ok, trop bien. Donc, on n'en est pas encore là, mais c'est avec la voix. C'est ça qui est fou, je trouve, avec l'IA, c'est que nous, on est à fond dedans depuis 1 an, mais là, par exemple, le step que tu es en train d'expliquer là, on n'y est pas encore. Moi, ce que je me suis rendu compte aussi, c'est une question que je trouve légitime à te poser, c'est dès le moment où tu automatises, dès le moment où tu mets ta confiance envers l'IA, qui reste quand même, il ne faut jamais l'oublier, une machine qui a une entrée, une sortie, qui a une donnée claire. Pour toi, est-ce que c'est pas dangereux d'intégrer de l'IA dans une société sans être soi-même justement formé à comment l'utiliser ou parce que des fois, nous, on a vu, par exemple, des fois, il y a des processus c'est un peu comme un être humain câblé avec... quand il y a un câble qui rentre dans le mauvais endroit, d'un coup, on a une data qui part ailleurs. Ou, on a eu 2-3 cas comme ça où on avait automatisé des choses et puis d'un coup, juste parce qu'on a fait une erreur humaine de rentrer dans le mauvais client à la base, la data où elle devait aller, le mauvais client a reçu la mauvaise info. Et puis du coup, est-ce que tu penses quand même que dans les entreprises, on doit justement être averti, formé à ça pour quand même savoir contrôler ce que l'IA fait et puis quand même pouvoir gérer, ou non, au final, ça peut être complètement automatisé, puis après, il y aura peut-être des entreprises qui seront des entreprises d'IA, comme on avait les entreprises d'informatique en fait à l'époque. Alors non, au contraire, j'irais même plus loin. Moi, par exemple, si j'ai une entreprise qui m'appelle, qui me dit on veut implémenter des automatisations IA, je n'y vais pas s'il n'y a pas une formation. Soit c'est moi qui la donne, soit c'est quelqu'un d'autre. Parce que, pour 2 raisons. La première, c'est la résistance au changement. Si tu as un patron qui dit moi je veux automatiser ci ou ça, que tu arrives là et qu'en fait les collaborateurs... comme un peu la grosse masse de population dont on parlait au début de l'enregistrement, a peur de ça, parce que les médias, c'est anxiogène, on parle de X% de métiers qui disparaissent, etc. De toute façon, ils ne vont pas l'adopter. C'est clair. Et deuxième chose, c'est ultra important, c'est exactement ce que tu dis, l'IA, elle fait des erreurs. Tout comme l'humain d'ailleurs. Mais l'IA, elle fait des erreurs. Après, dans ces flux d'automatisation, on met souvent ce qu'on appelle des boucles, donc human in the loop. C'est qu'en fait, tu as l'humain qui vient intervenir, dire oui, ok, c'est bon, vas-y comme ça. Dans le cas de l'assistant, si je reviens avant, tu vois, tu peux choisir. Est-ce que je lui fais 100% confiance et du coup, il me crée ma facture dans mon logiciel et il l'envoie au client ou est-ce qu'il me la crée juste en brouillon, puis c'est moi qui vais la contrôler et l'envoyer le soir? Ou est-ce que l'assistant principal sur WhatsApp me répond voilà, j'ai créé la facture comme ça, est-ce que c'est ok pour que je l'envoie? Et je lui dis ouais, vas-y, envoie-la, ou bien non. C'est ça qui est hyper intéressant, c'est que dans l'exemple que je donnais avant, nous, c'était ça, c'est qu'il y a eu un contrôle humain
qui a été faussé, donc il y a une erreur du contrôle humain. Puis en fait, la boucle derrière qui a été automatisé, du coup, elle est partie en automatique. Et puis, voilà. Mais c'est vrai que je trouve que c'est important de dire il n'y a pas de baguette magique dans tout ça. C'est des choses qui... Je reviens à Internet, les premiers sites Internet ou le début du web. On en est là, alors qu'en fait, ça va extrêmement vite. Moi, ce qui m'hallucine en fait de voir, c'est des outils que j'utilisais il y a 1 an. Ils ont évolué. Quoi. Ouais, c'est un truc de fou. C'est dingue. Et en fait, on sent aussi que maintenant que les gros acteurs, on prenait avant la retranscription pour les séances. Avant, il fallait avoir des IA spécialisés. Maintenant, tu connectes à presque bientôt n'importe quel Zoom ou Google, etc. Ils ont tous leur IA qui commence à rentrer dedans, qui commence à te refaire. Donc, c'est fou de voir la vitesse en fait, à laquelle ça va, ce qui justement peut donner un coup d'angoisse. Mais j'aime bien ce que tu dis sur le côté se former à l'utiliser. Mon associée, elle aime bien prendre l'image de dire c'est comme un enfant que tu accompagnes et puis après tu le fais grandir et puis c'est en lui expliquant les choses qu'après il sera semi-autonome et puis plus tard potentiellement tu peux le laisser aller. Donc, et puis aussi surtout qu'au final, au final le changement il vient de l'humain qui accepte d'intégrer son IA. Bien sûr. Et que si nous on l'a vu à l'interne, on a intégré 2-3 IA à 2-3 endroits, par exemple pour faire du brainstorming ou ce genre de choses. Quand tu as 15 ans de métier et puis que tu n'as jamais fait comme ça, en fait, juste la phase d'adaptation, elle est liée à l'humain, mais elle peut durer entre 1 semaine et 1 an selon les situations. C'est sûr. Trop bien. Du coup, peut-être qu'on va quand même parler de IA Academy. Ouais. C'est quand même... du coup, on parle de formation. Donc, je rebondis là-dessus. Tu as lancé IA Academy. Ouais. Tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, tout à fait. Écoute, moi, j'ai commencé... justement, moi, au tout début, j'ai lancé des formations de ChatGPT un petit peu comme ça, parce que je me suis juste rendu compte il y a un peu plus d'1 année que... Pour moi, c'était un gain de temps fou et je voyais qu'autour de moi, en fait, chez mes clients, personne n'utilisait ça. Je me suis dit, bon, il y a un truc à faire. Donc, j'ai commencé des formations comme ça et je me suis dit, waouh, ça marche bien. Il y a un fort intérêt, il y a un gros potentiel aussi de transmission de quelque chose là derrière. Et du coup, j'ai fait évoluer un peu ce côté formation en entreprise. Et donc, j'ai arrêté les formations orientées ChatGPT. Je me suis concentré plus sur des formations sur site, que maintenant j'ai transformé en accompagnement sur la durée, parce que comme tu le disais avant, l'IA c'est pas un truc, on y va une fois et on sait faire. C'est un apprentissage continu. Clairement. Ça évolue super vite. Il faut et puis du coup on est aussi dans le day-to-day business, c'est pas toujours évident de trouver du temps pour expérimenter et tout. Donc j'ai lancé ces accompagnements, puis je me suis dit tiens, ce qui manque en fait ici en Suisse, c'est une plateforme en ligne, ou en tout cas un schéma un petit peu hybride, avec des events. Et donc, je me suis dit, je veux créer une communauté avec de la formation, avec des formations en live, avec des ressources, les meilleurs outils. Tu parlais avant des outils, je crois qu'il y en a 20 ou 25 000 outils SaaS qui sont des wrappers, donc des outils qui utilisent des modèles d'IA derrière, qui sont référencés. En fait, c'est impossible pour une boîte de se dire, tiens, je prends celui-là ou celui-là. Juste sur la transcription de séance, moi j'en ai déjà testé 12 ou 13. Et honnêtement, je switch d'un à l'autre parce qu'en fait, je me rends compte qu'il y en a un qui est mieux. Donc mais ça, j'aime bien expliquer, j'aime bien rebondir sur ce que tu es en train de dire, parce que pour moi, au début, c'était dur, ça. Dans le sens que je testais un outil, OK, on le configurait, alors il faut le relier au calendrier. Ça prend du temps déjà de relier. Puis, tu fais 3-4 séances, tu vois une autre, une autre. Puis lui, l'autre outil, il fait juste ça en plus, ou il fait juste ça différemment. Et tu dis, bon, allez, on change tout. C'est vrai que le côté évolution en permanence, c'est une acceptation. Je pense que ce truc de dire non, c'est pas un bloc qu'on vient poser dans votre boîte et puis après vous le laissez aller. Mais j'aime bien cet exemple-là. Pour moi, c'était frustrant au début. Et d'un coup, tu as juste une connexion qui marche pas, ou tu te dis mais qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi ça prend pas, ou après, parce qu'après tu rentres dans l'air où tu essaies de faire que les IA parlent entre elles et tu essaies de faire que... Ouais, c'est fascinant. Mais du coup, il faut être formé à ça. Et il faut être formé, si tu veux, comme tu le disais, à changer de mindset, et en tant qu'entreprise, à être prête à changer souvent. Et je pense qu'au-delà de ça, aujourd'hui, il y a 2 choses. Il ne faut pas avoir non plus le syndrome de l'objet brillant.
Ouais. Moi, je l'ai un peu aussi, mais c'est aussi un peu mon métier parce que justement, tu vois, je dois tester les trucs pour pouvoir proposer ce qu'il y a de mieux. Mais du coup, c'est de pas avoir trop le syndrome de l'objet brillant, mais c'est quand même d'être suffisamment agile pour se dire, enfin, tu vois, pour faire un peu une veille puis se dire, ouais, mais en fait, là, avec cet outil d'IA-là, le résultat est moyen. Et avec ce nouvel outil ou cet outil qui a une capacité un peu supérieure, je peux quand même encore améliorer, je peux aller plus loin. Donc, c'est un fin équilibre à trouver, en fait, tu vois, entre pas non plus changer toutes les 3 semaines. Ouais, je suis d'accord. Et de l'autre côté, je pense qu'il faut éviter de s'habituer trop à un outil. Pour moi, l'IA générative, c'est un mindset. Ouais. Et en fait, les outils ont très peu d'importance pour moi. En fait, je navigue entre plein d'outils. J'essaie d'identifier qu'est-ce qui va le mieux sur ChatGPT, qu'est-ce qui va le mieux sur Claude, qu'est-ce qui est le plus performant sur Gemini, pourquoi j'utilise Perplexity, pourquoi j'utilise tel outil de transcription. Ouais. Et en fait, après, j'essaie surtout, pour l'instant, tant que les outils ne sont pas tout à fait matures, parce que je pense qu'il va y avoir à un moment donné, si tu veux, un nettoyage. Ouais, clairement. Les prix vont aller vers le bas. Il y a plein de sociétés... qui vont disparaître. Ou s'agglomérer, ou se faire réunir en... Ouais. Et donc là, il faudra être prêt aussi à de nouveau continuer à changer. Mais donc moi, ce que je fais, en fait, c'est que toute la donnée que je capture dans ces différents outils, je la centralise. Ok. Je viens la centraliser maintenant depuis quelques mois. Tu peux le faire dans Notion ou autre. Mais comme ça, tu gardes ta data dans un endroit central. Ouais. Par exemple, tes transcripts. Ouais. Parce que, tu vois, je fais une expérimentation. Je me dis, moi, dans 6 mois, j'aimerais avoir un clone de moi. Ouais, pour pas voir mal. comment il challenge, comment il challenge la digitalisation digitalisation d'une boîte. Ouais. Et après, pouvoir comparer avec comment moi j'aurais réagi. Et du coup, pour ça, tu vois, j'enregistre tous mes transcripts. Mais vu que je change souvent d'outil, en fait, pour garder la data, je vais extraire les transcripts et je les stocke dans des bases de données. Comme ça, le jour où je dois accéder à tout, peu importe l'outil, j'ai tout chez moi quelque part. Donc ça, voilà. Puis, on a fait un peu un saut. Donc, pour revenir à IA Academy, l'idée, c'est vraiment de développer maintenant, ça va être le gros effort de 2025, de développer en fait j'aimerais que ce soit la meilleure plateforme, en tout cas en Romandie, d'IA générative. Ouais. J'aimerais aussi intégrer d'autres gens qui ont des spécialisations, des capacités, des compétences métiers différentes, parce que c'est bien de maîtriser GenAI, mais après, tu vois, moi, j'ai une maîtrise du business qui est limité à certains aspects. Ouais. Donc après, moi, l'idée, c'est vraiment de transmettre quelque chose de pragmatique. Bien. Par exemple, tu vois, je ne suis pas sûr aujourd'hui que toutes les PME, elles trouvent un use case direct à utiliser Midjourney. Non. Toi, peut-être beaucoup plus dans ton domaine. Ouais, c'est clair. Ouais. Je termine avec ça, c'est vraiment le focus pour l'année prochaine, c'est de créer une vraie plateforme où en fait... peu importe, l'individu qui malheureusement n'a pas la chance dans son entreprise d'être formé et d'être maintenant mis à jour aux nouvelles compétences qu'il faut pour l'IA, puisse y aller, puisse trouver du soutien. J'aimerais vraiment créer une communauté. C'est pas facile parce qu'en Suisse, les gens ils sont assez fermés sur eux-mêmes. Mais du coup, on travaille sur pas mal de stratégies là-dessus. Et après, de pouvoir aussi... les entreprises en fait, que je vais former en présentiel, si tu veux, elles ont un accès aussi à cette plateforme. Et le but, c'est vraiment de créer un peu un écosystème. À terme, j'aimerais même que des apprenants là-dessus, ils puissent, par exemple, pouvoir participer à des projets qui sont mis à disposition par une entreprise, une PME qui se dit, moi, j'aimerais automatiser ou utiliser l'IA générative pour faire X ou Y. Du coup, que je puisse un peu, tu vois, encadrer des gens qui se forment et qui aimeraient vraiment développer cette... Parce que pour moi, c'est vraiment une compétence. Aujourd'hui, c'est un truc, ça reste encore un peu un nice to have, t'as l'impression, dans la tête des gens. Mais j'aime beaucoup ce que tu dis parce que nous, avec mon associé, ce qui est aussi vraiment en train d'arriver puissance 1000, c'est l'accompagnement. Ouais. C'est d'arrêter d'être justement juste un prestataire un prestataire qui fait quelque chose et puis qui le livre et puis qui se fait payer pour le faire, mais d'accompagner et de suivre et en disant ok, on a des objectifs, nos clients ou ceux qu'on accompagne ont des objectifs, et puis après effectivement on les guide, et ça je trouve hyper intéressant parce que si on prend les deux gros zones entre Done for You et Done with You, on fait pour toi ou on fait avec toi, tu vois, nous-mêmes dans la communication, on est exactement, et c'est pour ça que je voulais aussi discuter avec toi ce matin, c'est qu'on est exactement dans les mêmes réflexions sur l'accompagnement, sur comment manager sa com, son image de marque, etc. etc. Et puis au final, on n'est plus comme il y a 10 ans en arrière où en fait on fait juste quelque chose pour que ce soit joli puis on vous l'envoie, ou que ça fonctionne et puis on vous l'envoie, mais plutôt sur
en fait, vous devez comprendre pourquoi vous êtes en train de faire ce C'est que ça. vous avez fait. Et puis moi, je suis là pour vous aider Ouais. et pour vous faire grandir. Donc, je trouve super. Et puis, une autre chose que je voulais aussi dire par rapport à ça, c'est la force ce que nous on appelle des immersions ou la force des regroupements de personnes. Ah ouais, c'est... Aujourd'hui, on est dans ce monde justement qui est en train de se digitaliser à 1000 à l'heure. Ouais. Mais la force de regrouper des gens qui ont au fond les mêmes besoins, les mêmes envies, typiquement nous qui sommes entrepreneurs, d'avoir des discussions, on n'est pas dans les mêmes secteurs, pas les mêmes domaines, mais pourtant on a les mêmes problématiques, les mêmes choses, ça je trouve que c'est une force. C'est une richesse incroyable. De pouvoir, même entre différentes entreprises qui peut-être des fois sont concurrentes ou non, mais d'avoir même des collaborateurs qui viennent avec les mêmes problématiques, puis qui arrivent à résoudre ensemble quelque chose et puis à repartir dans leur boîte avec des outils, avec des idées. Ça, je pense que c'est une clé. Non, c'est génial. C'est génial. Et c'est ça qui est beau, en fait, je trouve, pour moi, dans le côté, c'est qu'il y a ce monde, en fait, qui est en train de se digitaliser à fond. Puis à l'autre côté, on revient, en fait, énormément vers l'humain, vers le moment, vers le partage, vers la vraie écoute. Puis on n'avait pas avant ces deux univers qui gravitaient en parallèle avec, on va y venir aussi sur nos personal brands qui vivent sur LinkedIn et sur nos réseaux. Mais ça ne nous empêche pas quand même de boire des cafés ensemble, de boire et puis de discuter, quoi. C'est ça que je trouve incroyable, c'est qu'en fait, et d'ailleurs, je pense que c'est très important. Moi, c'est une de mes visions centrales en fait dans toute cette IA et tout ce... Je sais qu'il y a des gens j'ai souvent des gens qui me disent tu nous emmerdes avec ton IA parce que j'en parle beaucoup, mais au-delà de ça en fait, si tu veux, c'est que c'est l'humain au centre, et je pense que justement on doit utiliser l'IA suffisamment intelligemment pour redonner à l'humain ce que l'humain est, tu vois. J'ai d'ailleurs discuté, on était sur un salon la semaine passée, j'ai discuté avec deux mecs là qui ont lancé une boîte que je trouvais très intéressante, plus sur l'accompagnement humain, eux, et on va probablement travailler ensemble un peu sur un truc d'IA dans leur concept. Et en fait, ils me disaient, moi je suis là pour aller mettre des robots sur des tâches, et eux ils sont là pour faire en sorte que les humains ne soient plus des robots. Parce qu'en fait, faire briller l'humain à travers quelque chose qui a été automatisé. Exact. Mais j'aime trop parce que c'est exactement ce qu'on essaye. Nous, on essaie d'en faire des schémas. On essaie de on doit créer les choses visuellement pour les comprendre. Bien sûr. Et puis, c'est exactement ce qu'on se disait avec ma collègue, c'est qu'il y a des boîtes structurées où dedans, l'humain peut faire ce qu'il veut, imaginer, créer, etc. Et puis, entre ces boîtes où l'humain brille, il y a des processus qui, plus on va avancer, plus ils vont se raccourcir, plus ils vont être automatisés. Et je trouve que c'est... j'aime bien cette vision de dire qu'au final, ça doit venir accompagner et permettre à l'humain d'être mieux au final dans ce qu'il aime faire. Et c'est une vision qui n'est pas partagée par tout le monde aujourd'hui parce que c'est une nouvelle technologie. Et puis avec les annonces qui sont faites aussi à travers le monde, ça fait peur. Bien sûr. Ça peut faire un peu peur. Les médias aident pas. Et je pense aussi que je discutais de ça avec quelqu'un l'autre jour, et moi, en fait, si tu veux, j'ai un peu cette vision bisounours que tout le monde va se dire « Ah ouais, je rouvre ma curiosité, peu importe l'âge, la situation de famille, le job et tout. » Dans la réalité, c'est plus compliqué parce que c'est aussi une question de personnalité, tu vois. Toi et moi, je pense qu'on est assez... justement, on est prône à ça. On aime tester, on aime la nouveauté, on aime changer, on aime réfléchir, on aime remettre en question. Mais c'est vrai que moi, je passe dans beaucoup de PME. Tu as des gens qui sont derrière un ordi et qui font de la saisie. En fait, ça leur convient très bien. Et eux, ça va être très dur de... Pas changer quelque chose qui fonctionne. Tu, par rapport à ça, tu ressens quoi, justement, par rapport peut-être aussi à la Suisse, à nos entreprises. On n'a pas... Moi, je l'ai bien senti qu'on n'a pas du tout le même rythme que les Américains ou que les Français ou que les Anglais. Tu ressens quoi par rapport en Suisse? Est-ce que c'est lié aussi est-ce qu'au final, cette étiquette un peu de lenteur qu'on nous colle sur le front, elle est réelle ou pas vraiment? Ou est-ce que c'est plutôt effectivement une question juste de personnalité ou d'habitude? Moi, je pense qu'en fait, on a été conditionné par le confort suisse. Tu vois, quand tu compares avec d'autres pays de l'Union européenne ou les States, ici, moi je me souviens déjà dans la famille, on disait
c'est bien, tu as des bonnes notes, tu vas faire tes études et quand tu sors de tes études, tu auras un premier salaire à 5 000 balles, 6 000 balles et puis après tu augmentes, etc. Et en fait, tu es poussé à rentrer dans cette zone de confort et je pense que c'est la même chose dans les entreprises. Alors bien évidemment, on est quand même dans un marché international. On le voit maintenant, par exemple, tous les gens dans le domaine horloger, c'est très dur. Hein, Mais de nouveau, tu vois, tu as l'État qui met en place des RHT, des trucs. Donc, en fait, les entreprises, je pense qu'elles sont pas vraiment sous suffisamment de pression pour changer des fois leur façon de fonctionner. Tu vois, elles ont plusieurs filets de sécurité. Et en fait, ça pousse peut-être un petit peu à cet immobilisme. Ouais, mais nous, on a toujours fait comme ça. Tu vois, moi, j'ai des boîtes qui m'ont dit, ouais, mais nous, monsieur, on a une industrie qui a 150 ans. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec de l'IA? On n'a pas besoin. Et tu vois, je pense que peut-être c'est un peu ça. Il y a une forme un peu de protectionnisme aussi. Suisse. Hein. Nous-mêmes, on le ressent. L'agence, elle a 20 ans. On a une chance en Suisse, même dans les cantons dans lesquels on est, d'avoir un bouche à oreille qui est fort. Ça, c'est pas présent du tout ailleurs. Hein. Je discutais avec des Français, eux, s'ils sont pas les meilleurs en marketing, s'ils attaquent pas à fond avec des ads, ils n'ont pas le marché. Donc nous, on a ce truc quand même mais à contrario, moi, il y a des régions où je sais que j'aurais malheureusement peut-être jamais de mandat, hormis si je vais mettre une agence physiquement devant leur nez, parce qu'on est encore dans ce truc où tu veux pouvoir aller prendre le café chez la personne. On a encore beaucoup cette notion-là, je trouve en tout cas, par rapport au territoire, par rapport à où est-ce qu'on travaille, où est-ce qu'on est, tout ça. Mais c'est quand même voué à... C'est quand même voué à changer. Parce que nous-mêmes, on le voit, que ce soit l'IA, que ce soit les automatisations, que ce soit tout ça, nous, dans le domaine de la création, il y a 20 ans, on rigolait de l'arrivée de Canva, ce genre de choses. Aujourd'hui, des communicants l'utilisent. Et puis, ce serait bête aussi de notre part d'être, même si on l'a été pendant quand même quelques années, de juste mettre les pieds au mur puis dire ça n'existe pas. Alors qu'en fait, c'est une réalité qui arrive sur le marché. Et puis, il y a des agences aujourd'hui qui utilisent que ce genre d'outils-là, d'autres qui ne l'utilisent pas du tout. Et puis, c'est vrai que je pense moi, en tout cas, je vois l'évolution de marché comme étant... si on stagne, si on reste, c'est une chance de pouvoir dire j'ai un marché qui est là depuis 150 ans. C'est une chance énorme. C'est incroyable. Mais jusqu'à quand? Bien sûr. C'est quand même un truc, je pense que tout peut être challengé et tout peut être... Mais c'est une question d'humain, tu vois, encore une fois. Je pense qu'il ne faut pas faire de généralité. C'est vrai que, bien heureusement, sinon je n'aurais pas de business. J'ai aussi des boîtes qui sont là depuis 150 ans, qui en fait, tu vois, c'est la nouvelle génération ou la sixième peut-être, mais c'est une génération plus jeune, des gens qui ont une autre vision, parce ils sont d'une autre génération, de comment ils ont grandi, de comment ils ont été éduqués, ils sont ouverts sur le monde, et du coup en fait ils ont une vision complètement différente. Par contre c'est vrai que c'est difficile de changer la culture d'une boîte. Et en fait justement je pense que pour ce qui arrive maintenant avec l'IA, avec l'automatisation, avec la digitalisation, avec la globalisation, avec les médias sociaux, avec tout ce que tu veux, il faut avoir une culture apprenante, il faut avoir une culture, à mon avis, qui favorise la collaboration. Enfin, tu vois, il faut casser un peu ces silos, il faut casser... Et ça, c'est dans la PME traditionnelle, industrielle, c'est encore un peu compliqué, mais ça change. J'aime bien ton exemple de dire c'est par la formation qu'on va y arriver, parce qu'au final, la formation en entreprise, elle est quand même présente depuis tout le temps. On a toujours formé nos équipes, les faire monter en compétences, c'est quand même quelque chose d'important sur plein de thématiques. Donc c'est vrai que si demain, peut-être que ce ne sera pas le directeur de l'entreprise qui pourra le faire, mais si on a des cadres ou des personnes qui sont intéressées par le sujet et puis qui deviennent un peu référents pour leur boîte de ce genre de thématique-là, et qui arrivent avec des petites actions à prouver quelque part qu'on peut faire gagner du temps, faire gagner peut-être de l'argent, faire gagner X, Y, Z, je pense que ça peut devenir un écosystème après un nouveau pôle c'est clair. Dans les entreprises. Et même, moi, j'imagine que plus tard, même sur les CV ou ce genre de choses, ce sera j'imagine ça comme étant une compétence qui va devenir clé. Ouais, bien sûr. Mais même plus loin, tu vois, pour moi, en fait, là où c'est challenge, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, tu vois, j'ai une autre entreprise, je suis actif dans une autre entreprise, on fait du logiciel, ça fait 11 ans qu'on fait ça.
aujourd'hui, avec l'arrivée de l'IA générative, on doit être capable de se dire, est-ce que dans 10 ans, on sera encore une entreprise de logiciels ? Et ça, tu vois, pour une boîte qui, depuis 150 ans, alors peut-être que les mouvements de montre, ils ne seront pas touchés, mais une boîte qui fait depuis 100 ans ou 150 ans la même chose, c'est très compliqué de sortir du mindset et de se dire, mais attends, est-ce que dans 10 ans, je ferai encore ça ? Parce qu'en fait, ils sont attachés à une valeur, à une expérience, à un produit qu'ils ont fait. Et c'est très difficile de switcher. C'est des remises en question qui sont énormes. Hein. Il faut effectivement accepter que les métiers évoluent. J'aime bien, tu dis faire des applications. Mais si on prend juste cette phrase il y a 10 ans en arrière, ce que ça voulait dire faire une application à aujourd'hui, maintenant, gentiment, on n'y est peut-être pas encore tout à fait, mais on est gentiment à ce qui arrive à d'autres secteurs où demain, on pourra potentiellement faire des applications simples et nous-mêmes ou avec justement... Tu peux le faire maintenant. Hier, j'ai fait une app pour m'amuser, justement, j'ai fait une app full en SaaS pour gérer en fait tout mon aspect formation. Elle est codée en React, j'ai une base de données derrière, j'ai de l'IA dedans en plus pour faire des trucs, et ça m'a pris 3 heures. Bon, j'ai encore cette affinité technique parce que j'ai une vision sur qu'est-ce que c'est une base de données, comment il faut la structurer et tout, donc c'est pas encore donné à tout le monde. Mais tu as une autre boîte comme Klarna, qui est une boîte mondiale qui fait du paiement, c'est un intermédiaire de paiement sur le e-commerce. Ils ont fait sauter Salesforce et Workday, des contrats à plusieurs millions par année. Parce qu'en fait, ils ont utilisé, eux, ils se sont mis très tôt dans l'IA générative, ils ont utilisé l'IA générative en interne pour développer leurs propres outils. Donc, tu vois, on est sur quelque chose qui est en train de complètement changer. Bouger, on voit même, si on va même plus loin, on voit même Google qui a peur de le business de la recherche, il est en train de changer. Alors qu'on pensait que ça allait être... que ça ne pourrait pas bouger. Cache machine. On pensait que ça... Hyper intéressant. J'aimerais bien passer sur le côté aussi... je voulais juste faire une aparté, c'est qu'aujourd'hui, sans l'IA, potentiellement, ce podcast n'existerait pas. On en parlait avant de commencer. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour se rendre compte, c'est que autour de nous, il y a des caméras, il y a des micros, mais après ça, il y a aussi du montage et de la post-prod. Et aujourd'hui, c'est vrai que sans une IA qui nous permettrait de découper ce podcast, on ne pourrait pas se permettre de passer 3 jours à le monter. Donc, c'est vrai que ça amène aussi... je voulais juste faire ce petit point-là parce que moi, de mon côté, ça fait, je pense, 3 ou 4 ans que je voulais lancer ce format-là, mais par manque de temps et du coup d'investissement aussi en personnel pour créer ce que ça voulait dire créer un podcast il y a 4 ans en arrière, c'était pas possible et je trouve que c'est des belles images de voir aussi qu'il y a des on peut créer des nouveaux formats grâce justement parce qu'on peut automatiser des choses derrière et on peut accélérer des mouvements qui avant auraient pris des journées voire des mois à faire. Et voilà, donc je voulais juste faire cet aparté là parce que je trouve que c'est un joli exemple. Puis je pense, je complète juste encore avec une chose parce que c'est quelque chose que je vois beaucoup se développer maintenant et que je développe avec mes clients. Au-delà de l'aspect, on prend ce qu'on faisait, on l'automatise ou on le donne en partie à l'IA, c'est justement de créer quelque chose de nouveau. Et en fait, j'ai des entreprises dans le service, par exemple, on est en train de réfléchir de comment on crée un produit en partant de l'IA générative, qui est en fait une toute nouvelle prestation qu'on offre à nos clients. Et ça, c'est juste dingue. Et en fait, tu vois, justement, un mec comme moi qui ne sait pas coder, mais qui connaît un petit peu la technique, qui peut aider le client à le prototyper. Donc, ça ouvre un champ de créativité quand tu comprends... Phénoménal. Nous-mêmes, à l'agence, on a lancé un produit sans cette logique IA d'automatisation, ça c'est pas possible. Mais c'est vrai que ça ouvre des pistes, des champs pour les esprits créatifs, mais je ne saurais pas comment l'exprimer autrement. Il faut se mettre dedans, c'est comme tout. C'est comme n'importe quel secteur. À un moment donné, il faut s'y intéresser au moins 1 heure pour au moins dégrossir le sujet et puis après creuser un petit peu. Mais une fois qu'on comprend un peu les processus, comment ça fonctionne... en fait, il faut casser sa pensée limitante. On y reviendra peut-être à la pensée limitante, mais du coup, en fait, moi maintenant, en me levant le matin, quand j'entends une idée, je me dis pas, mais comment je vais le faire ? Je sais que c'est possible. Tout est possible, en gros.
Et du coup, après, tu trouves des mecs qui sont capables de t'aider à le faire, mais il n'y a plus de limite. Mais là, on revient après à accepter le chemin, accepter le fait alors, de... et l'échec aussi, peut-être. mais par contre, c'est vrai que ça devient un accélérateur comme tu dis, avant, pour créer une idée, avant que ça existe, il aurait fallu une dizaine de compétences, un réseau énorme. Des fonds déjà dès le début. Aujourd'hui, c'est vrai que tu peux bêta-tester une idée en une journée, quoi. Ouais. Il y a même des... Moi, je suis des gars qui font ça aussi un petit peu maintenant, qui testent des idées, qui lancent des entreprises en moins d'une journée. C'est dingue. C'est des nouveaux challenges. Ouais. Tu te dis, mais comment ce qui prenait 1 an avant peut être fait c'est fou. Du coup, j'aimerais peut-être aborder un sujet aussi qui nous concerne un peu les deux. C'est notre... personal brand. On a les deux développé aussi, on développe les deux un petit peu cette nouvelle manière de communiquer, principalement sur LinkedIn. Ouais. Vu qu'on est les deux liés à du B2B et puis que nos clients sont aussi là. Tu as commencé il y a quelques temps, tu es même pas mal actif, tu publies régulièrement. Qu'est-ce qui t'a poussé, donné l'idée? À quel moment tu t'es dit personne ne publie sur ce réseau social, je vais commencer à attaquer ça sérieusement parce que pour moi, tu fais partie des rares en Suisse romande à le faire. Et voilà, et ça m'intéresse de savoir qu'est-ce qui a déclenché ça chez toi. Ouais. Si tu veux, en fait, moi, j'ai longtemps été consommateur des réseaux sociaux. Donc, j'étais là, je regardais quand j'étais plus jeune Facebook, après Insta, machin. Et en fait, je consommais comme beaucoup consomment, c'est-à-dire de la perte de temps, quoi. Ouais. Tu scrolles, tu regardes, super, tes potes, ils ont fait un trip, ils ont posté 36 stories, puis tu regardes ça, puis en fait, ça t'apporte rien du tout, juste t'es triste parce que t'étais pas là-bas. Donc, j'ai été consommateur pendant longtemps. Et tout d'un coup, il y a 2 ans et demi, j'ai commencé plus à m'intéresser à des gens qui utilisaient les réseaux pour transmettre quelque chose. Ouais. Donc, aux États-Unis, bien évidemment. Principalement aux États-Unis. Et là, je suis tombé sur le concept de personal brand, de solopreneuriat, et je me suis dit, mais c'est incroyable. Et j'ai vu que LinkedIn, là-bas, était devenu un réseau où justement on fait monter sa notoriété, on partage la valeur gratuitement et on acquiert des clients. Et je me suis dit, mais c'est incroyable parce qu'en fait, en Suisse, c'est un gros CV et puis tout ce que les gens postent, c'est super, j'ai changé de job, je suis devenu clairement cadre sur le niveau du dessus chez Nestlé et puis en fait, ça n'intéresse pas grand monde. Donc, c'était plus un truc comme ça. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas, on va essayer. Ouais. Et du coup, j'ai expérimenté et là, je suis à 350 posts, je pense. Sur LinkedIn. Actuellement, et puis j'ai beaucoup évolué. J'ai aussi failli lâcher l'affaire plusieurs fois. Ouais. C'est vrai que c'est quand même, on se rend pas compte, mais créer du contenu, c'est du temps. C'est du temps quand on veut faire quelque chose de qualité. Ouais. Hein. C'est s'exposer aussi. C'est oser parler, d'abord dans des posts, après face cam. C'est pas évident. Facile. Ouais. C'est vrai, mais c'est un apprentissage. C'est un apprentissage. C'est incroyable pour moi. Moi, j'ai beaucoup moins de postes à mon actif. Mais en fait, c'est marrant parce que c'est comme tout domaine, il y a des bonnes facettes, il y a des moins bonnes facettes. Moi, par exemple, j'ai un peu moins posté ces derniers temps parce que avec l'IA, typiquement. Avec l'IA, aujourd'hui, on peut faire des posts en 10 secondes. Ouais. Mais je trouvais que c'est typiquement une problématique à laquelle je suis confronté maintenant, c'est comment, parce qu'en fait ça se ressent, je trouve, Bien sûr. les gens qui balancent ChatGPT, fais-moi un post sur le mindset en 5 points, tu le vois tout de suite, sauf que certains utilisent justement ces outils de manière tellement simpliste et tellement rapide qu'en fait ça noie de contenu et tu te fais un peu noyer dans une sorte de masse. Et puis toi et moi on fait un peu partie de ceux qui voulons justement amener de la vraie valeur, et amener de la valeur. Et moi des fois ça me prend, c'est pas 1 heure à écrire un post, hein, ça peut être vraiment beaucoup d'échanges. Alors j'utilise évidemment un peu l'IA pour m'aider et tout ça. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Moi, des fois, on m'a dit « Ah, t'es influenceur ». Je dis « Non, je suis un entrepreneur qui a 20 ans de métier, mais qui utilise les outils à disposition pour justement communiquer différemment. » Et puis, c'est vrai que le personal brand en communication, aujourd'hui, nous, c'est un conseil que si les gens se sentent à l'aise, on est dans une ère où les clients, les gens ont besoin de mettre des images des personnes sur les têtes des entreprises. On doit avoir le côté corporate à notre boîte, c'est normal, mais d'avoir le côté, mais le directeur, il en pense quoi, c'est qui, qu'est-ce qu'il fait, tout ça. Et c'est vrai que c'est 2 formes de communication qui sont
alors que ça a explosé il y a déjà pas mal d'années aux États-Unis, mais qui arrive chez nous en force. Ouais. Et j'invite tout le monde à s'y intéresser. Mais parce franchement, que c'est incroyable. Alors, moi, c'est clair, c'est un objectif plutôt personnel. D'ailleurs, c'est renoté sur mon objectif 2025. Je veux être la figure de l'IA et de la transformation digitale en Romandie. Ouais. Et pour ça, en fait, les médias sociaux, c'est un levier incroyable. Mhm. Et justement, je me dis même, j'ai été tellement con d'être juste un consommateur de ça et pas un producteur pendant toutes ces années. Donc là, je rattrape un peu. Mais tu vois, aujourd'hui, je fais beaucoup de vidéos où je montre comment faire X ou Y avec des outils. Ça marche super bien. Et du coup, sur cette année, je pense là, je suis à 6 millions d'impressions depuis le début de l'année. Et si je devais payer pour ça, alors oui, ça me prend beaucoup de temps, ça prend de l'énergie, c'est de la charge mentale aussi. Heureusement, maintenant, je me fais aider pour tout ça. Mais du coup, tu vois, 6 millions d'impressions, je pense que sur du LinkedIn Ads, je devrais payer 25 balles par 1000 impressions. Ouais. Donc, ça m'aurait coûté 120 000. Enfin, ouais. Et surtout aussi, c'est quelque chose que moi ce que j'ai débloqué dans ma tête, c'est avant, j'avais un peu de peine à lier le côté entreprise avec mon côté personnel. Alors, des fois, il ne faut pas non plus trop mélanger. Parce que, voilà, mais moi, je vois ça aussi comme un acquis après à vie. Enfin, moi, en fait, je vois ça comme un journal de bord. Je sais que dans 20 ans ou j'ai peut-être pas tous les postes, mais je sais que si je reviendrai voir mon fil, je vois ça comme étant une transmission, quelque chose que j'ai transmis sur des années. Puis après, c'est des compétences qui sont acquises, c'est des choses qu'on a données, c'est des choses que... Et puis en fait, on évolue. Et puis je trouve ça aussi cool de voir que le discours que tu avais peut-être en 2023 sera plus du tout le même que tu auras dans 2 ans, 3 ans sur la même thématique, tu vois. C'est sûr. Et surtout qu'en Suisse, il y a on n'est pas comme en France ou aux États-Unis, il y a de la place. Donc il y a aussi peu qui le font. Mais des fois, on aime un peu moins aussi les têtes qui dépassent. Ça, c'est aussi un peu un truc suisse. Je ne sais pas si tu le ressens, ça un petit peu. Ou... Oui, je le ressens. Après, tu vois, je vis très bien avec ça. Puis au contraire, en fait, justement, les gens qui me contactent, il n'y a plus de filtre. Ils savent déjà qui je suis et puis ils savent ce que je pense. Et voilà. C'est aussi ça, tu vois. J'essaye de pas trop scénariser et jouer le truc. J'essaye d'être le plus authentique possible sur mes positions. Des fois, je dis des trucs qui plaisent pas aux gens. Tant pis, moi, c'est comme ça que je pense. Et en fait, j'en avais marre de me conformer et tu vois, de jouer la carte corporate. Puis comme tu disais, la valeur de la marque humaine, enfin l'humain, la personne. Aujourd'hui, tu peux essayer de faire du ad sur LinkedIn avec la page, les posts brand, les posts entreprise, les posts perso, le reach, ça n'a rien à voir. C'est Et donc, c'est sûr. Voilà, et je pense que de se créer cette marque personnelle, c'est un effet cumulé. En fait, moi, j'ai vu, faut pas lâcher les efforts parce que tout d'un coup, tu as un pic immense. Et en fait, c'est juste la résultante de tout le travail que tu as fait. Clairement. Voilà. Et ça fait, comme toi, on s'est rencontrés quand même via un peu ce sujet-là. Oui. Et ça fait rencontrer des gens incroyables qui t'échangent après dans la vraie vie. Moi, j'en ai rencontré plusieurs, comme toi, en Suisse romande. Franchement, je trouve ça incroyable. C'est sûr, après, ça connecte avec une sorte de personnes qui partagent les mêmes, pas les mêmes business, mais les mêmes idées, les mêmes envies. Puis ça, c'est vrai que c'est une richesse, c'est une richesse incroyable, en fait. On arrive déjà à la fin. C'était vraiment chouette. Peut-être, j'aime bien poser la question dans notre podcast qui s'appelle In Progress. C'est pas pour rien, c'est qu'on parle de mindset, de progression. Si tu avais, toi, pour les personnes qui nous écouteraient, un conseil à leur donner ou quelque chose vraiment qui te tient à cœur, soit quelque chose qui t'a fait progresser aussi ou qui t'a fait changer ces dernières années, qu'est-ce que tu pourrais partager comme mot de la fin aux personnes qui nous écoutent? Je pense... Pour moi, ce qui a été vraiment décisif, c'est d'arrêter de vouloir tout le temps se conformer, d'arrêter de penser que les choses ne sont pas possibles. En fait, tout est possible. Ça, c'est vraiment un point important pour le mindset. Et une autre chose, je pense, c'est on est en fait la somme des gens avec qui on est, qui nous entourent. Clairement. Et du coup, en fait, il faut tout le temps chercher à développer son réseau, à rencontrer des nouvelles personnes qui sont un cran en avance sur nous sur quelque chose. Et accepter de changer si on a évolué. Quoi. Et du coup aussi accepter de donner à des gens qui sont peut-être un peu un cran en dessous de nous sur quelque chose. Je pense que c'est ça les conseils que je donnerais. Donc c'est bien choisir l'entourage,
valoriser le réseau, mais le valoriser vraiment, pas juste je tire, mais je tire et je donne, j'échange. Et puis casser les pensées limitantes, quoi. Aujourd'hui, avec les technologies qu'il y a, je pense comme disait Sam Altman d'OpenAI, grâce à l'IA générative, on aura bientôt le premier mec ou la première nana toute seule ou tout seul qui lance une boîte qui fait 1 milliard de chiffre d'affaires. Ouais, c'est bien possible. Et du coup, nos limites. Trop bien. C'est un peu ça. Merci beaucoup. Merci à toi. C'était un grand plaisir de t'avoir aujourd'hui. Et puis, à bientôt, quoi. À Merci. bientôt. Ciao. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode d'In Progress. Si tu as apprécié cet échange, n'hésite pas à nous laisser une note ou un commentaire. Cela aide énormément à faire découvrir le podcast à d'autres auditeurs et auditrices. Tu peux également suivre In Progress sur mes réseaux sociaux @MaximeGremaud où je partage encore plus de contenu pour t'inspirer et t'aider dans ton parcours entrepreneurial. Reste motivé, continue de progresser et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'In Progress. À la prochaine, ciao.